On ne donne pas un service pauvre aux pauvres. Pour lui, il fallait donner le meilleur. Il fallait que l'enfant de Kiryat Shmona ou de Dimona ait un centre pour l'enfance qui soit plus beau que celui de Tel Aviv. Parce qu'il fallait le respecter d'abord, il fallait respecter l'enfant. Eli Lalouf, ancien député et lauréat du prix d'Israël qui est décédé hier à l'âge de 80 ans. Et pour en parler, nous sommes avec Myriam Lezer. Myriam, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov, Olivier. Vous avez bien connu Eli Lalouf, c'est un ami, c'est aussi, vous avez travaillé longuement avec lui au sein de la fondation Saktarashi. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez rencontré Eli ? Alors oui, évidemment, je m'en souviens très bien. J'étais venue à un rendez-vous à la Fondation Rachi qui se trouve à Ben Shemen pour un interview d'embauche, en fait. Et il cherchait à l'époque quelqu'un pour le seconder dans le développement des partenariats francophones. Vu qu'il s'en occupait tout seul et ça devenait quelque chose de plus difficile à gérer, il avait besoin de quelqu'un pour le seconder. Et il cherchait donc quelqu'un qui avait un profil, si tu veux, avec un background associatif, avec la langue, évidemment, qui maîtrisait la langue. Ce que je n'avais pas à l'époque. Je maîtrisais la langue, mais je n'avais pas de background associatif. Je venais du milieu de la chimie, rien à voir. Mais on a tout de suite eu un déclic parce que, enfin, moi je l'ai eu, et lui aussi j'imagine, parce qu'on avait un peu d'abord les mêmes origines, ce qui jouait vous êtes tous les deux énormément. du Maroc. Exactement. Pardon. On vient de Casablanca tous les deux. On a été dans les mouvements de jeunesse tous les deux. Il a fait son alia tout seul, moi aussi, du Maroc. Pardon. Il a été au Technion en arrivant en Israël et moi aussi. Il a fait il était madrich aussi de jeunes groupes qui venaient d'Europe et de France principalement avec comment ça s'appelle la Sournout, etc. Donc on avait un peu le même cursus. Et donc tout ça, on a fini par parler que de ça et pas du tout de ma carrière professionnelle antécédente. Alors, comment c'était de travailler avec Eli Lalouf ? Vous avez travaillé avec lui au sein de la fondation, une des plus grandes fondations israéliennes, fondation philanthropique. Comment c'était de travailler avec lui ? J'ai découvert un monde. C'est vraiment, il m'a fait découvrir des aspects de la société israélienne qui jusque-là m'étaient inconnus. Je ne connaissais pas le monde associatif, je ne connaissais pas vraiment les problèmes qu'avait la société israélienne en périphérie géographique et sociale. J'ai entendu parler évidemment aux news, etc. Mais pour moi, c'était loin. J'habitais au centre du pays, dans la région du Sharon. Donc, c'était pour moi une découverte. J'allais avec lui à la rencontre de ces municipalités pour essayer de comprendre leurs problèmes, pour venir trouver une solution. Et pour moi, c'était vraiment une révélation. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il y a des gens qui changent le sort des gens. Et ben, Eli a changé le sort de ma carrière professionnelle en Israël, mais aussi ma vie, parce qu'il m'a fait voir les choses autrement. Travailler avec Eli, c'était pas évident, hein, parce qu'Eli était quelqu'un. Il était dur. Terrible. Oui. Je me souviens des yeshivot qu'on faisait à Ben Shemen. À Ben Shemen, on avait une très grande salle de yeshivot avec une grande table en bois, plus grande que celle de Kali. Et quand tout le monde arrivait, il fallait arriver à l'heure. Et oi va voy, celui qui arrivait avec une minute de retard, il se faisait flinguer par Eli. Et quand Eli parlait, mais tout le monde se taisait. Il n'y avait pas une mouche qui volait. Et quand la sentence tombait. Et quand Eli parlait et qu'il avait décidé quelque chose, après c'était action items, qui fait quoi, comment, machin. Dans une semaine, il veut le rapport de ce qui a été. C'était impressionnant. Alors, vous avez parlé de ces populations de la périphérie, cette lutte contre la pauvreté. Et pour Eli, c'était plus qu'une mission, en fait. C'était vraiment sa raison de vivre, non ? C'était exactement ça. Lui-même venant d'une famille avec très, très peu de moyens, il avait perdu son père très jeune, ce qui l'avait beaucoup marqué. Il avait
comme l'a dit Yael aussi, qu'il a écrit dans son post Il y a magnifique, l'IFRA, ouais. il avait une admiration pour sa mère qui avait réussi à élever une fratrie de, je crois, 8 ou 9 enfants, et chacun avait réussi d'une manière exemplaire, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France ou en Israël. Il avait une admiration pour sa mère extraordinaire, et donc il a vécu avec très très peu dans une maison où il y avait très peu de moyens, et pour lui, la lutte contre la pauvreté et contre surtout l'inégalité des chances. En Israël, il voulait absolument que chacun ait la chance de s'en sortir. Il disait que les villes de développement en Israël avaient été construites, bon, c'était un fait, mais et que Israël avait besoin quand même de peupler ces régions-là. Mais à partir du moment où Israël l'avait fait, qu'elle prenne la responsabilité de ses actes et qu'elle vienne en aide et qu'elle donne la chance à ses enfants de s'en sortir, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des activités sociales, à tous les stades de l'enfance, il fallait être là. Et Elie avait un slogan qui m'avait marqué dès le début. Et quand on venait en visite pour voir comment avait été construit le centre de l'enfance de Yerouham ou de Dimona ou de Harad ou dans le nord de Kiryat Shmona, il fallait absolument que ce soit d'un niveau de best. Il fallait que ce soit le top. On ne donne pas un service pauvre aux pauvres. Pour lui, il fallait donner le meilleur, même mieux il fallait que l'enfant de Kiryat Shmona ou de Dimona ait un centre pour l'enfance qui soit plus beau que celui de Tel Aviv. Parce qu'il fallait le respecter d'abord, il fallait respecter l'enfant. Ouais. Pour lui, c'était très important. Alors, j'ai interviewé Elie une fois à la Knesset et on avait parlé de son prix qu'il avait reçu en 2011 pour le prix d'Israël, donc il avait reçu en 2011. Alors, il avait bien sûr été très heureux de recevoir ce prix, mais il avait quand même un goût amer parce qu'il m'avait déclaré que c'était la première fois qu'un Israélien originaire du Maroc recevait le prix d'Israël. C'était en 2011. Et il y avait un petit goût amer dans ses paroles. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, ce sentiment comme ça que peut-être d'un côté, ceux qui sont arrivés du Maroc ont été mis de côté pendant une certaine période en Israël? Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui accompagnait Elie au jour le jour. Et moi qui arrivais aussi du Maroc dans les années 90, pas comme lui dans les années 60, j'avais moins ce sentiment-là. J'ai fait mon alliage, j'ai eu aucun souci, aucun problème. J'ai pas senti la discrimination. Peut-être que lui l'a ressenti à son arrivée, mais je l'ai découvert avec lui. C'est fou à dire, mais c'est comme ça que j'ai découvert. Et quand je suis allée avec lui dans les villes en voie de développement où j'ai vu des populations qui venaient du fond de l'Atlas du Maroc ou même de Casablanca, qui avaient du mal à s'en sortir. J'avais mal au cœur pour eux, mais je l'ai découvert que grâce à lui. Donc si tu veux, lui, il avait ce sentiment-là. Il voulait faire un tikkun de ce qu'avait fait le gouvernement avant lui. Je garde encore, c'est marrant ce que tu dis parce que le Prince Israël, j'ai gardé encore la brochure. Je sais pas si tu la vois, la brochure de Prince Israël avec sa photo et je la vois encore avec son beau sourire. Évidemment, il en était très très fier de ce prince et c'est une grande fierté. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que il m'a insufflé la fierté de mes origines. J'en ai toujours été fière, je ne les ai jamais cachées. Mais avec lui, je les ai mises en avant. Tu vois la différence. Et je pense qu'il a influencé de cette manière, pas seulement les gens qui ont travaillé autour de lui, mais même aussi les gens vers lesquels il venait à l'encontre, que ce soit dans toutes les villes d'Israël en périphérie, quand il venait les voir et il parlait aux enfants, il parlait aux adolescents, il parlait aux mères, il parlait aux gens qui travaillaient dans les mairies, il leur donnait cette fierté qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a, depuis ces années-là, il y a quand même un renversement de situation. Ouais. Je pense que les Mizrahim aujourd'hui, les Yotzei Tzfon Afrika, les originaires d'Afrique du Nord aujourd'hui ont cette fierté de leurs origines
qu'il n'avait pas avant. Et je pense que Élie a vraiment beaucoup influencé dans ce sens-là. Alors, c'est vrai qu'il a beaucoup influencé et c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour lutter contre les inégalités, mais malheureusement, encore en Israël, le sujet des inégalités, de la lutte contre la pauvreté n'est pas le premier sujet. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais est-ce que vous pensez que peut-être quelque part, Élie est parti avec une certaine frustration par rapport à ça? Je ne sais pas s'il pensait vraiment résoudre le problème complètement, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, je pense que ça dépend pas seulement du rapport qu'il a fait sur la pauvreté, qui était exceptionnel et qui a réussi vraiment à les aser, à faire un peu de tremblement de terre et changer certaines choses. Et il a réussi à faire pas mal de choses, des choses extraordinaires. Mais je pense que tout, il y a deux choses. Il y a ce qui est la pauvreté et il y a ce qui est la discrimination Ouais. Mizrahi et Ashkénaze. Je pense que tout ce qui est Mizrahi et Ashkénaze, ça revient toujours sur le devant de la scène parce que c'est très politisé, très, très politisé. Mais moi, je vais à la rencontre et je regarde ce qui se passe, même mes enfants qui me racontent les amis qu'ils ont, que ce soit à l'armée, que ce soit au travail. Je vois, par exemple, même dans les sociétés high-tech, on voit de plus en plus de gens, des noms avec des connotations mizrahim. Ouais. À l'armée, des gens qui arrivent à des postes haut gradés avec des noms mizrahim. Je pense qu'on est vraiment Ouais. on a passé ce cap-là. Et c'est remis sur la scène que par des politiques. Et ça, il faudrait le bannir, il Mhm. faudrait empêcher que cela se fasse, de réveiller des démons qui n'existent plus, qui sont vraiment Mhm. complètement, pas endormis, mais presque morts. Ça, c'est d'un côté. Pour les Maintenant, au niveau inégalités, de la il y a pauvreté, encore beaucoup à je faire. pense que, pardon, Pour la pauvreté et les inégalités, il y a encore beaucoup à faire, je dis. il y a encore toujours à faire, évidemment, mais je pense que si Israël prenait d'abord des mesures économiques beaucoup plus, comment dirais-je, drastiques pour diminuer le coût de la vie, que ce soit pour tout Israël, non seulement pour les sociétés, pour les couches pauvres, mais aussi pour les couches moyennes, ça influencerait beaucoup plus ces couches-là et elles arriveraient peut-être mieux à s'en sortir. Mhm. Et donc, je pense que c'est une politique beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus global et qui a vraiment besoin. Et non, non, on n'a toujours pas réglé le Non. problème. Il est loin d'être réglé, malheureusement. Mais en tout Je cas, ne sais pas s'il est parti avec ce sentiment ouais, de frustration, mais je pense que il sait qu'il a fait beaucoup de choses. ouais, C'est pas quelqu'un qui aimait se mettre en avant, mais tout le monde lui reconnaît. Je pense qu'on peut regarder les réseaux sociaux et on voit ouais. comment les gens ont réagi à l'annonce de son décès, Voilà. malheureusement. En tout cas, je suis sûr qu'il va nous manquer. Il va vous manquer encore plus à vous qui avez travaillé à ses côtés et qui l'avez bien Oui, connu. Et puis, il va surtout manquer à l'État d'Israël tout à fait. Merci en Tout tout à cas fait. de ce bel hommage, Myriam. Merci à toi, Olivier, de m'avoir permis d'être là ce matin.